Hello mes amis et bienvenue sur les Fous d'Astro, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un petit point astral sur le thème de Bertrand Cantat et ça tombe bien, il y a un documentaire Netflix qui est sorti il n'y a pas longtemps, donc comme ça c'est d'actualité. On va regarder les grands points qui se dégagent de son thème, mais avant ça, eh bien, n'oubliez pas que vous pouvez commander un thème astral, une révolution solaire ou un point astral, tout simplement. Donc un point astral, ça ressort vraiment les grands axes de votre thème, les énergies qui sont les plus dominantes en fait dans votre thème, ce qu'on voit principalement. Sur le site lesfoudastro.fr qui vous dirigera pour faire la commande sur bycecilcl.com, mais vous pouvez aussi me contacter directement à lesfoudastro@gmail.com. Et puis vous avez mon compte Instagram lesfoudastro si vous voulez vous abonner. Je poste pas mal de petites choses. Maintenant, on rentre dans le vif du sujet et j'espère que je ne vais pas être trop longue. D'ailleurs, vous avez vu, je commence déjà à avoir un bon débit pour essayer de faire court parce que j'ai quand même tendance à m'étendre. Alors, on rentre dans ce thème. Avant de vous lire un petit peu le petit résumé de Wikipédia où on va faire les liens avec le thème, j'aime bien procéder comme ça. Déjà, moi, je vois son thème en connaissant un petit peu l'histoire du chanteur. Alors, je ne suis pas une grande fan de Noir Désir. J'ai bien aimé ses chansons, mais disons que je ne me suis jamais vraiment intéressée à Bertrand Cantat. Donc, je ne sais pas exactement ce qu'il y a dans ses textes, etc. Je crois que je connais L'Homme pressé. Et en gros, c'est tout. Et sûrement d'autres chansons que j'ai dû entendre. Mais j'avoue que, voilà, je ne connais pas bien le personnage. Sauf depuis ce drame avec Marie Trintignant, où effectivement, je me suis un petit peu plus intéressée à lui. Et en fait, quand je regarde directement son thème, qu'est-ce que je vois? Eh bien, je vois ce T carré qui est flagrant. Donc, un T carré, c'est une opposition, même si là, on en a beaucoup d'oppositions, avec deux carrés ici, ce qui forme un triangle. Et on va voir qu'en fait, les énergies ici qui se font opposition, quelque part, dirigent leur énergie, ou du moins on pourrait dire aussi expulsent ici leur énergie, sur la planète qui est au sommet de cette pyramide, on va dire. Et ici, c'est cette lune. Et qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, c'est cette lune en haut de ciel qui peut faire référence à une certaine popularité, à la foule. Il est populaire, il l'est toujours d'ailleurs, je crois. Et on voit quand même cette lune qui est aussi en lien avec la femme, l'enfance, le foyer, le passé, la mémoire, l'imagination, toutes les thématiques de la lune. Et cette lune est en lien avec la lune noire. Donc déjà, moi, ce qui m'a sauté aux yeux, c'est vraiment ce T carré avec des planètes qui sont dites difficiles, surtout quand elles sont en aspect en plus de tension. Donc on a Mars, dieu de la guerre, on a Pluton, voilà, qui fait un lien avec les enfers, avec la mort, la renaissance également. Mais bon, quand on a généralement un Mars-Pluton, c'est toujours un aspect qui est difficile et qui pourrait être considéré comme une sorte d'arme, parce que ici on a l'action et ici on a la mort. Donc c'est quelque part une action qui peut engendrer la mort. Alors c'est pas forcément que ça non plus. Là, dans ce contexte, on voit bien que ça peut se manifester de cette façon. Après, ça peut être des luttes de pouvoir, des luttes contre l'autorité, ce genre de choses. D'ailleurs, en ce moment, on a le troisième Mars opposition Pluton qui se joue dans le ciel actuellement. Donc, c'est vraiment d'actualité pour le coup. Et ici, c'est vrai qu'on a également un Mars-Uranus. Vous vous rappelez, si vous avez regardé la vidéo de Frida Kahlo, Mars-Uranus, ça peut être considéré comme l'accident. Mars, encore une fois, l'action. Alors, l'action, le fait de se battre pour quelque chose, là où on va mettre notre énergie, mais ça peut être aussi, bien entendu, la violence, le fait de se battre. En lien avec Uranus, ça peut être quelque chose de brusque, de soudain. C'est pour ça qu'on peut faire référence à l'accident. Et puis Pluton, ce qui peut amener la mort. Voilà. Et ces planètes-là, alors j'ai pas évoqué Mercure, la mobilité, mais Mercure représente également les bras, les mains. Donc là, on pourrait y voir aussi le fait de mettre des coups brusquement qui amènent la mort en lien avec la femme.
Donc c'est pour ça que moi ça m'a frappé, parce que on dirait que c'est un petit peu écrit noir sur blanc sur son thème qu'il pouvait y avoir ce style de drame. Alors ça veut pas dire que chez tout le monde ça va s'exprimer de cette façon-là. Faut aussi que les énergies du thème s'y prêtent. Alors quand je dis les énergies du thème s'y prêtent, ça veut dire aussi que il faut que au niveau émotionnel, eh bien, on soit plutôt instable émotionnellement. D'ailleurs, on le voit quand même chez la plupart des criminels. Alors, j'ai pas fait tous les criminels non plus, mais on voit généralement qu'il y a peut-être une dominante au niveau des énergies d'eau. Je pense à Ted Bundy, là, qui a beaucoup d'énergie en scorpion, qui a... faudrait que je regarde un petit peu plus son thème, d'ailleurs. Mais voilà, quand on est très sensible, hypersensible, qu'on n'arrive pas à contrôler certaines situations, on peut vite partir en vrille. Et c'est là que nos énergies peuvent aussi s'exprimer de la pire des façons. Et ici, on voit dans son thème que ces énergies peuvent s'exprimer de manière très, très violente, de façon très brusque, qu'elles peuvent aller donc jusqu'à la mort avec Pluton. Et en plus de ça, c'est porté vers la femme. Voilà, vers la femme, en tout cas vers des thématiques lunaires. Là, on sait ce qui s'est passé. Je ne dis pas que sans connaître le personnage, je lui aurais dit vous allez commettre un meurtre sur votre compagne. Peut-être pas, mais on peut voir quand même qu'il y a des choses qui peuvent nous mener à ça. Pourquoi je dis ça aussi? Parce qu'on le voit, cette lune, elle est maître en plus de la maison 7, de la maison du partenaire. Donc là, elle représente vraiment la femme, ou du moins la compagne de Bertrand Cantat, puisque de base, ça représente la femme avec qui on est, la compagne de manière générale, alors la mère également, l'enfance, le foyer, voilà, mais là on prend vraiment la femme pour faire le lien avec Marie Trintignant, et en plus de ça, et puis bien sûr sa première femme aussi, avec qui... Alors, il s'est pas vraiment remis, mais en tout cas avec qui il a vécu à sa sortie de prison, celle qui s'est pendue d'ailleurs, donc ça fait quand même beaucoup de femmes qui sont mortes à ses côtés. Hein. Et ici, on voit que la maison 7 démarre en Cancer, qu'elle se trouve ici en milieu de ciel. Donc ça pourrait aussi représenter, parce que la maison 7, c'est l'autre, alors c'est plutôt les partenariats, le partenaire, mais ça peut représenter tout ce qui est en face de nous, donc le public. Donc ici, on peut avoir... eh bien, la femme, le public, qui est associé à notre image publique, à notre réalisation, image publique, ce que représente le milieu du ciel. Et voilà, on peut être populaire, de par, de toute façon, de par la présence de la lune dans la maison 10, c'est un luminaire, ça brille. Après, c'est pas forcément comme le soleil, la lune, ça fluctue. Hein, donc, ça peut être aussi une popularité un petit peu en dents de scie, et encore plus en dents de scie quand on voit qu'on a la lune noire juste à côté. Donc je vais y venir dans un instant. Mais voilà, on pourrait être rendu public parce que on a quelque chose de populaire, on est connu pour quelque chose. D'ailleurs, je suis en train de me dire, si on regarde, on a une lune en Sagittaire qui peut nous mener... donc qui nous mène de toute façon à Jupiter, le maître du Sagittaire, qui est conjoint à Vénus en maison 3. Vénus, bien sûr, ça peut être le côté artistique ici. En maison 3, ça peut être le fait de communiquer, de transmettre, puisque la maison 3 est associée à Mercure. Donc, c'est les pensées, c'est l'intellect, c'est la façon de communiquer. Ça peut être l'écriture. Il est compositeur, et ça peut être le fait d'écrire de manière artistique. Hein. Voilà, il y a quelque chose, il y a un côté artistique, poète dans la façon de communiquer. Et il n'y a d'ailleurs pas que ça, on le verra avec Mercure ici en Poisson, qui va intensifier en plus voilà, ce côté alors compositeur, c'est pas ce que je veux dire, mais ce côté créatif au niveau de l'écriture. Pourquoi j'en suis venue là ? Donc effectivement, on peut être, voilà, je disais qu'on pouvait être connu par rapport à certaines choses avec une lune en maison 10, et je faisais donc le lien avec Jupiter qui était conjoint à ce qu'on connaît de lui, le côté artistique au niveau de la communication. Voilà, je me répète un petit peu. Donc, voilà en fait pour un premier flash, on va dire, ce qui ressort vraiment pour moi de ce thème ici. On peut voir également Neptune. Donc Neptune, c'est une énergie, c'est l'octave supérieure à Vénus. Donc c'est vraiment
si on peut associer Vénus au côté artistique, Vénus c'est encore plus haut, on se connecte à quelque chose de plus grand. Alors on pourrait parler d'amour, vous voyez, le Vénus ça va nous parler d'amour, mais plus au niveau du désir, de ce qui nous attire, les sentiments amoureux, alors que Neptune ça va vraiment être l'amour inconditionnel, l'amour qu'on connaît finalement peu sur Terre, parce qu'il se connecte à des énergies qui sont impalpables sur Terre, parce que l'énergie dans laquelle on vit est très dense. Alors je le répète à chaque fois, mais c'est vrai que Neptune c'est la planète des artistes, alors des artistes ou des médiums, de ceux qui se connectent en fait à des sphères supérieures qui sont réceptifs et qui peuvent canaliser des choses qui sont finalement alors qui sont dans l'au-delà, qui sont dans d'autres dimensions, mais qui sont aussi, comme je vous le dis, à un niveau supérieur, au niveau de la beauté. C'est de l'énergie divine, c'est de l'énergie presque christique, Neptune. C'est pour ça aussi qu'elle peut nous perdre facilement, que c'est une énergie qu'on associe à la perte, au flou, et aux addictions également, puisque quand on va avoir beaucoup d'énergie neptunienne, on va trouver que la vie sur Terre est très compliquée, très dense, on va chercher à la fuir. Donc c'est pour ça qu'on peut, se mettre dans certaines addictions, hein, l'alcool, les jeux vidéo, ça peut être ça aussi. D'ailleurs, c'est la planète aussi du virtuel, Neptune. Mais voilà, ça donne aussi de très belles, de belles énergies. Mais quand on a mal intégré son Neptune, voilà, c'est un petit peu à double tranchant. C'est aussi la planète de la bienveillance, de l'empathie, de la compassion. Donc, dans les côtés un peu plus mauvais, ça peut être la naïveté, la crédulité. Donc, c'est vrai que là où se trouve Neptune, généralement dans un thème, moi je regarde voir le domaine où on peut le plus se faire avoir, ou être pris un petit peu pour le dindon de la farce. Voilà, alors c'est pas forcément le cas, mais en tout cas, c'est quand même ce qu'on va remarquer. Un Neptune par exemple en maison 7, on pourrait être trahi par son partenaire, notamment parce qu'on va l'idéaliser. Neptune c'est aussi la planète de l'idéalisation, hein, parce que c'est des paillettes dans les yeux, c'est la planète des bisounours, j'ai envie de dire. Et quand on s'illusionne un petit peu trop, quand on a un petit peu trop de paillettes dans les yeux, le risque c'est aussi de se faire avoir, de ne pas finalement de ne pas voir le mal, de penser que les gens sont tous un petit peu bienveillants, bisounours, dans le domaine où se situe en tout cas Neptune. Alors si en plus c'est collé à un luminaire, ou si c'est en conjonction avec des aspects forts, avec des aspects forts du thème, alors par exemple l'ascendant, le milieu du ciel, le descendant, le FC, les angles du thème, hein, là effectivement on pourra être imprégné un petit peu d'une énergie neptunienne qui peut parfois nous amener à se retrouver dans des situations où on est trompé, où on est un peu trop naïf, un petit peu trop crédule, etc. Alors après, ça dépend aussi du thème de manière générale. Je suis pas sûre que, vu le caractère de Bertrand Cantat, il était forcément crédule ou naïf. Je pense que vu ses énergies assez fortes, c'est plutôt lui qui faisait un petit peu la loi, hein. En tout cas, Neptune au milieu de ciel, toutes les planètes qui sont collées au milieu du ciel. Donc déjà, ça peut nous parler de notre réalisation professionnelle, de notre carrière. Donc effectivement, là, on l'a vu avec la Lune et aussi avec Neptune. Mais ça peut aussi représenter notre image publique. Comme je l'ai dit, Bertrand Cantat, effectivement, il est connu pour son talent artistique, pour sa sensibilité, hein, si on regarde avec la Lune, parce que c'est quelqu'un d'extrêmement sensible, d'extrêmement réceptif, mais aussi par rapport à ce qui s'est passé avec les femmes de son entourage. Et Neptune, ce que je voulais dire aussi, c'est que les personnes qui ont un Neptune fort, généralement, c'est des personnes que l'on peut un petit peu idéaliser ou encore fantasmer. Je pense toujours à Marilyn Monroe dans ces cas-là, et même des amis, alors que vous ne connaissez pas, mais qui ont un Neptune qui est conjoint à l'ascendant. Et généralement, c'est des personnes... Alors, le mot qui me vient, c'est pas le mot juste, c'est le mot vaporeux. C'est pas ça que je veux dire, c'est le côté un peu... Alors vous savez ce qui me vient, donc c'est Marilyn Monroe bien sûr, mais celle dans Roger Rabbit aussi, vous savez, des personnes sur lesquelles on fantasme, des personnes qui ont une énergie comme ça un petit peu impalpable. Ouais, c'est ça, impalpable. J'ai pas forcément d'autres mots, pas les bons mots, mais en tout cas, alors chez les femmes, c'est vrai qu'on peut voir souvent en tout cas celles que j'ai en tête, et même celles qui sont connues, ça peut être un petit peu...
des femmes qui incarnent une sorte de fantasme. D'ailleurs, je pense que Bertrand Cantat, alors moi je ne l'ai pas assez suivi, mais je pense qu'il pouvait aussi être une sorte de fantasme pour certaines femmes, je n'en doute pas. En tout cas, voilà, peut aussi y avoir dans ces énergies tout ce que j'ai dit de Neptune au niveau des addictions, peut-être le côté flou, côté artiste, ça on l'a dit 15 fois. Voilà, donc au niveau de l'image publique, c'est un petit peu ce qu'on peut voir. Sur quoi je continue ? La lune, ce qui m'a sauté aux yeux également, c'est la lune qui est conjointe à la lune noire. Donc la lune noire moyenne, on l'associe également à Lilith. Alors je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de Lilith. Lilith, c'est la première femme d'Adam qui s'est rebellée, qui a osé dire non. Et en fait, alors sans vous faire toute l'histoire, Lilith, dans un thème, elle peut représenter tout ce qu'il y a d'enfoui en nous, un côté, tout ce qui est peut-être un peu... rébellion, ça peut être aussi des désirs, des pulsions, des choses inavouables, des choses que l'on tait, que l'on réprime, dont on peut avoir honte, qu'on ne va pas forcément, dont on n'a peut-être même pas conscience d'ailleurs, que l'on va donc réprimer. Alors je dis qu'ils sont inconscients, donc si elles sont inconscientes, c'est qu'on n'a pas conscience de les réprimer. En tout cas, voilà, c'est des choses en tout cas qui sont à l'intérieur de nous. Et le domaine dans lequel se trouve la lune noire, la planète à laquelle elle est conjointe, le signe dans lequel il se trouve, eh bien, on pourra avoir des ombres en lien avec ces énergies, ces domaines, et ces planètes. Donc là, on va juste se focaliser sur la Lune. Et d'ailleurs, je précise quand même que la maison 10 en astrologie traditionnelle est aussi en lien avec la mer. Alors après, il y a plusieurs écoles sur ça. On dit que la mer, c'est la maison 4 parce qu'effectivement, c'est la maison aussi du cancer qui est associée à la Lune. Dans l'astrologie traditionnelle, on regarde la maison 10 pour voir... pour parler de la mer en fait. Donc ici, on pourrait se dire qu'il y a quand même un souci, sûrement un souci, mais j'ai rien trouvé sur le passé de Bertrand Cantat avec la mer, en tout cas le féminin. Ça peut être le passé, ça peut être l'enfance, le foyer, voilà, des mémoires aussi qui viennent d'ailleurs. En tout cas, il y a des choses qui sont enfouies, voilà, qui sont... je sais pas comment dire ça, il y a plein de mots qui me viennent. Voilà, peut y avoir des problématiques en lien tout simplement avec les thématiques de la Lune. Alors quoi exactement ? Je n'en ai aucune idée et je ne connais rien sur le passé de Bertrand Cantat et pourtant j'ai un peu cherché mais franchement j'ai rien trouvé. En tout cas, il y a une ombre au niveau des thématiques de la Lune. Voilà. Alors, ça va être aussi de la foule, du peuple, puisqu'à un moment, il va y avoir une chute, justement, parce que il y a quand même le meurtre de Marie Trintignant, de son autre femme également, qui s'est pendue, qui s'est suicidée. Donc, clairement, il y a quand même beaucoup d'ombre au tableau. Et là, on peut le voir en lien avec la femme et en lien aussi avec sa chute de la popularité et puis tout simplement de la carrière, puisque ça se trouve aussi au niveau de la carrière. Alors, ce qui serait bien, c'est de savoir exactement ce qui s'est passé avec la femme, avec la mère, au niveau de l'enfance. Mais malheureusement, je ne sais pas. Alors, je vais venir directement sur ce que je voulais vous dire. Je vais commencer par la Lune, on en a déjà parlé, mais je voulais vous parler de son extrême sensibilité. Donc, alors, on voit qu'il y a beaucoup d'énergie d'eau, on a le poisson. Alors, vous allez me dire, ici, on n'a que le poisson, mais c'est surtout ce que je voulais vous dire, et je vais prendre mon logiciel ici. Vous vous rappelez, dans la vidéo de Frida Kahlo, je parlais de l'Antis, et l'Antis, c'est comme un miroir. Alors, je le dis à chaque fois mal, mais ça se base sur l'axe du Cancer Capricorne, ici. Et puis, on va faire comme une sorte de miroir, voilà. Alors, je vais vous le montrer, ça sera plus simple. Je suis assez mauvaise pour expliquer exactement comment ça se passe. En tout cas, ici, on trouve la Lune. Donc ça, c'est l'Antis, ça, contre Antis. Ici, ça veut dire que la Lune est conjointe à l'ascendant, même si on ne le voit pas dans le thème ici. Si on regarde... au niveau de l'axe, alors comment ça se fait? Ça se fait comme ça. Alors je ne sais pas comment c'est calculé en miroir, donc ça doit être peut-être ici. Vous voyez, si on plie en fait le zodiaque sur lui-même, et avec cet effet de miroir, la Lune se retrouve conjoint à l'ascendant. Bon, c'est ce qu'on va garder comme info. Ici, la Lune est conjointe à l'ascendant. Donc bien sûr, quelqu'un qui a une Lune
sur son ascendant, ça va le colorer des thématiques de la lune et de beaucoup de sensibilité. L'émotionnel prend une grande place. Et comme je vous le disais, on a quand même beaucoup d'énergie d'eau. Ici, on a un Neptune qui se trouve au MC, donc qui est quand même une dominante dans son thème. Donc voilà, c'est quelqu'un qui est sensible, archi-sensible, et surtout la lune, si on regarde, elle est aussi aspectée par, j'allais dire la maison 8, parce que Mercure est maître de la maison 8, mais c'est pas ce que je veux dire pour l'instant, mais effectivement on peut faire quand même le lien que la maison 8, maison du Scorpion, maison des crises, des bouleversements, des deuils, etc., eh bien aspecte la lune et la lune noire. Mars aspecte également la lune et la lune noire. Mars qui est maître de quoi? Qui est maître de 3 et qui est maître de 10. Ok. Et Uranus. On a également Uranus qui est en carré avec la lune. Donc déjà, cette lune, elle est bien affligée. Elle est vraiment bien affligée. Et en fait, je me demande par quoi je commence. Mais je vais commencer par lune-mercure. En astrologie traditionnelle, on le voit peut-être un peu moins en astrologie moderne, même si on va regarder quand même s'il y a un carré entre la Lune et Mercure. Mais en gros, on dit que la Lune, c'est l'âme sensitive et Mercure, c'est l'âme rationnelle. Donc, quand ces deux astres eh bien, sont en conflit, ça veut dire qu'il n'y a pas la paix de l'esprit. On n'est pas en paix. Parce que notre façon de raisonner n'est pas en adéquation avec ce qu'on ressent intérieurement. Donc ça veut dire qu'on est tourmenté, qu'on peut avoir un esprit un petit peu bizarre. En fait, disons que si on est emporté par nos émotions, nos instincts, nos passions, et puis c'est vrai qu'on ne le dit peut-être pas assez, mais la Lune, c'est un astre, alors qu'on peut, un astre doux, on va dire ça comme ça, un astre qu'on pourrait considérer de bénéfique. Mais en fait, la Lune, elle représente quand même nos mémoires, nos instincts, tout ce qu'il y a de profondément ancré, tout ce qui se joue à un niveau inconscient, et notamment nos patterns, qui ne sont pas forcément bons pour nous. D'ailleurs, on le dit souvent, mais ce qui représente notre zone de confort, par exemple quand on est petit et qu'on est entouré de violence ou de choses malsaines, de choses toxiques, c'est notre lune qui va mémoriser tout ça, et on va retourner nous-mêmes vers ces mêmes schémas parce que c'est notre zone de confort, même si c'est pas forcément bénéfique pour nous. Donc finalement, la lune, elle est pas... oui, c'est notre cocon, notre zone de confort où on se sent bien, mais c'est pas pour autant qu'il faut répéter ces schémas de la lune. Je sais pas si j'ai été claire, mais la lune n'est pas forcément toujours bénéfique. C'est aussi nos instincts, et parfois, répondre à ces instincts, c'est pas toujours bon non plus. Parce que ça dépend de quoi on parle, tout simplement. Et quand on a donc Mercure qui est en carré avec la Lune, eh bien, comme je vous l'ai dit, ça peut donner des esprits vraiment troublés qui peuvent être, surtout dans ce cas-là, dominés par les instincts et les passions. Pourquoi? Parce que Mercure est ici en chute. Il est dans le signe des poissons. Alors, en chute, en exil, il est en domicile en Vierge, il est en chute, en exil. Parce que parfois on dit que c'est exaltation. Bon bref, peu importe. En tout cas, il est pas bien. Il est pas bien, c'est pas son signe. Donc effectivement, ça va donner beaucoup d'intuition, beaucoup d'inspiration artistique. Encore une fois, c'est vrai que chez Bertrand Cantat, alors c'est pour ça qu'il a autant de succès, on a quand même beaucoup d'énergie qui vont vers le domaine artistique, vers l'inspiration, vers le fait de capter des choses, d'avoir aussi une belle plume, parce qu'un Mercure en Poisson, alors ça va pas aider à rationaliser, à raisonner, à vraiment être stable psychologiquement, mais en tout cas, voilà, c'est quelqu'un qui va être inspiré. Et d'ailleurs, là, je viens d'avoir des pensées, mais c'est vrai que je connaissais des personnes qui étaient incroyablement des génies artistiques, mais par contre, ça tournait pas rond dans leur tête. Mais c'est des gens qui se connectaient, parfois qui étaient complètement absents, mais ils te sortaient des choses, des mélodies ou des musiques qui étaient juste exceptionnelles. Bon, par contre, la personne que j'ai en tête, c'est pas son thème. Je pense que c'était aussi une neptunienne ou beaucoup d'énergie poisson. Mais en fait, cette personne avait un talent incroyable. Elle a sûrement toujours un talent incroyable. J'en sais rien, je n'ai plus de nouvelles. Mais totalement alcoolique. Donc en fait, cette personne n'a rien... En tout cas, à l'époque, n'avait rien pu faire. Je pense pas que ce soit arrangé parce qu'elle était constamment sous drogue et alcool. Mais par contre, c'était... j'ai jamais vu quelqu'un d'aussi fantastique musicalement parlant et même au niveau de
voilà, de la prose, j'ai envie de dire. Et donc, on retrouve ça chez Bertrand Cantat. Et d'ailleurs, on retrouve aussi... alors, je connais pas assez ses musiques pour vraiment en parler, mais je crois donc qu'il a vraiment une belle plume. Ça peut donner un côté poète, hein, ce Mercure en Poisson. Et avec Mars, qui est conjoint, eh bien, ça donne un côté un peu, comment dire... Alors, une communication assez vive. Alors, j'ai pas le mot juste, mais je pense que vous voyez ce que je veux dire. Une façon de communiquer assez engagée, assez tranchante aussi. Comme toujours, j'ai un manque de vocabulaire, ça m'agace. Mais vous avez compris, voilà, c'est le fait de dire des choses de façon quand même belle, j'imagine. Et en plus, c'est marrant parce qu'on retrouve un petit peu la même énergie ici avec Vénus en 3. Donc, ça donne une communication qui peut être artistique, mais en bélier. Donc, on a toujours le côté martien. D'ailleurs, ça peut parler aussi de l'amour. Hein. L'amour qui est vécu sous la forme bélier. Donc, voilà, passionnelle et impulsive. Et puis, comme dans ses textes, en fait. Comme dans ses textes, c'est quelqu'un qui, voilà, qui met de la passion. Parce que la Mars, c'est aussi ça. C'est la vivacité, la passion, l'impulsivité également. Donc tout ça, on le retrouve dans sa façon de parler, je sais pas, mais en tout cas de chanter. Et en même temps, dans le Poisson, quelqu'un qui va être très connecté et qui va dire les choses d'une façon... d'une jolie façon. Faudrait que j'écoute un petit peu plus ces textes. Moi, je vous dis, j'ai une chanson en tête, hein, L'homme pressé. Le reste, je sais pas trop, mais il faudrait que j'écoute, parce que quand je vois cette Vénus en 3 bélier, et puis ce Mercure, Mars en Poisson, je me dis, ça devait donner quand même des belles choses, et en même temps, des choses assez trash. Alors, je sais pas trop comment ça s'est manifesté, mais voilà. Et donc, j'en reviens à Lune. Mercure, sans oublier, en plus... que Mercure, forcément, il va être aussi aspecté par la Lune noire, et puis Mars également par la Lune noire. Donc là, ça peut parler aussi de problématiques avec la violence, enfin avec des thématiques mercuriennes et martiennes. Donc il y a quand même beaucoup de choses dans son thème, sans oublier le Pluton et Uranus en face, ça fait vraiment beaucoup. Et donc un émotionnel qui est fort, qui est peut-être difficilement contrôlable, notamment parce que le Mercure est en chute ici, et que c'est forcément la Lune qui va dominer dans cet aspect de tension. Donc il va être plutôt gouverné par ses passions, ses instincts qui sont en lien avec cette lune noire, donc toutes ces ombres, tout ce qu'il a enfoui, toute cette, excusez-moi pour le vocabulaire, mais toute cette merde, hein, voilà. La Lilith, d'ailleurs, elle est souvent associée au signe du Scorpion, et le Scorpion, c'est toute la merde qu'il y a au fond, alors c'est toute la vase, on peut dire que c'est la vase au-dessus des marais, mais c'est tout ce qui se cache au fond, qu'on n'a pas envie d'aller déterrer, c'est tout ce qu'on n'a pas envie de voir, tout ce qui est caché, mais tout ce qui nous empêche déjà de laisser... Voilà, c'est tout ce qui nous empêche de faire... Comment dire, de fluidifier nos énergies, enfin de s'écouler nos énergies. Je vois comme... un évier qui serait complètement bouché. Bon, si on va pas déterrer tout ce qu'il y a dedans et qu'on remonte pas à la surface tout ce qui bouche, forcément, l'énergie, elle s'écoule pas bien. Voilà. Et après, c'est un travail à faire avec Lilith et la Lune Noire. Mais ici, sa Lilith, elle est vraiment... elle est en aspect avec quand même beaucoup de planètes. Et voilà. Mais bon, surtout avec la Lune. Donc... Bon, j'essaye de passer vite quand même les points. Donc ça, on en a parlé. Sur quoi je vais enchaîner? Alors, il y a des tas de choses à dire, hein. Mais je vais enchaîner d'abord, sur son ascendant Capricorne. Ouais, voilà, sur son ascendant Capricorne. Et un petit peu ce qui m'a... la réflexion que je me suis faite en regardant cet ascendant Capricorne, donc on va regarder Saturne. Alors déjà, on a un Saturne en maison 1. D'ailleurs, toutes ces planètes sont en maison 1, donc ça montre quand même le focus, le côté narcissique du personnage, le fait d'être quand même assez centré sur soi. Et de toute façon, chez cette personne, il y a clairement une blessure narcissique, une blessure au niveau de l'identité. Bon là, déjà, on a un chiron, hein, la blessure existentielle qui est conjoint au degré près à son soleil. Donc déjà, il y a quelque chose ici. Son soleil étant
et ouais, à 12 degrés ici, est en opposition avec Pluton. Donc Pluton, on en a parlé, enfin on a parlé plutôt de l'énergie du Scorpion, mais Pluton c'est la planète du Scorpion. Donc quand il est en lien avec le Soleil, alors déjà ça pourrait symboliser quelque chose au niveau du père, mais quoi, on ne sait pas. Encore une fois, je n'ai absolument rien trouvé. Ça peut parler de la mort symbolique ou réelle du père, par exemple, un Pluton Soleil. Ça peut aussi nous dire que le père a un grand impact psychologiquement sur nous, inconsciemment. Pluton, c'est une planète qui est vraiment très profonde, qui nous parle de l'inconscient et qui peut quand même faire un peu comme une chape de plomb sur notre tête, comme s'il y avait une ombre quelque part, se sentir toujours un petit peu collé à l'enfer. Alors le mot est un petit peu fort, mais en tout cas à des ombres. Alors peut-être qu'il y a eu, encore une fois, des choses brusques qui sont passées à un moment, des accidents, des deuils soudains. Bon, bref, on ne sait pas forcément ce qui colle à la peau de Quentin. Alors peut-être que c'est dit dans ses chansons aussi. Si vous avez des pistes, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. En tout cas, tout ça pour dire qu'avec un soleil Pluton, peut aussi y avoir un souci au niveau de son rayonnement. Parce que le soleil, il est clair, il brille, mais Pluton, c'est vraiment la planète la plus éloignée, celle qui nous parle des enfers, du sombre, de tout ce qui est, encore une fois, caché, qui est mis sous le tapis, des choses inconscientes. Et en fait, le fait d'avoir un soleil en lien avec Pluton, on peut, malgré nous, s'empêcher de briller, comme si le fait de briller était associé d'une manière ou d'une autre à la destruction, à la mort, ou à cette culpabilité de briller. Et je dis ça parce que ça viendra... Voilà, je vais venir à autre chose. Voilà pour l'instant pour le soleil. Bon d'ailleurs, je rajoute ça vite fait entre parenthèses. On voit aussi que son soleil fait un très beau trigone à Neptune. Encore une fois, cette énergie neptunienne, cette inspiration. Donc là en plus c'est en bon aspect. Donc bon, c'est une personne vraiment qui était faite pour être artiste, j'ai envie de dire. Et puis on a aussi le Mars, donc l'énergie d'action qui est en trigone avec également Neptune. Alors après, on pourrait aussi, même si on ne prend pas trop en compte les planètes lourdes dans les signes, parce que c'est générationnel, mais on est quand même en lien avec cette énergie du Scorpion où on parle de choses profondes en fait. Et je pense que ces textes sont d'ailleurs assez profonds, peut-être assez noirs aussi, avec l'énergie du Scorpion. Je crois que c'est d'ailleurs assez noir. Bon, et puis d'autres énergies, parce que son thème est quand même assez noir, malgré des belles... là, je pense à cette conjonction qui est quand même jolie, qui peut aussi nous parler d'une belle, encore une fois, d'une belle créativité, d'une belle... Là, je pense à autre chose, mais de fait d'idéaliser un petit peu trop l'amour également. Mais en tout cas, Jupiter va amplifier ce qu'il touche. Donc là, voilà, peut y avoir l'importance des thématiques de Vénus. Alors ça peut être l'amour, mais également l'art, les plaisirs, ce genre de choses. Et puis une belle abondance aussi, sûrement financière, surtout que Jupiter en plus se trouve en maison 2. Je reviens à mon sujet, donc Soleil Chiron, Pluton. Bon, là, bien sûr, Uranus, en plus, Uranus, il est en opposition avec le Soleil et en carré avec la Lune. Côté rebelle, anarchiste, voilà, qui veut casser les règles. Alors, on le voit également avec son maître d'ascendant. Donc, on voit quand même les énergies Verseau ici, puisque c'est quelqu'un qui était assez engagé politiquement, qui parlait beaucoup... son art, ses chansons étaient portées beaucoup sur le collectif, sur la société, il me semble. Alors j'aime pas parce que j'ai pas écouté vraiment ses chansons, mais il me semble que c'est ça. D'ailleurs, c'est là que je le vois aussi. Idéaliste et révolté. Idéaliste, on peut faire le lien avec sa lune en Sagittaire aussi, parce qu'on est porté par des grands idéaux avec le Sagittaire. Ici, révolté, on pourrait aussi parler de la lune noire, parce que la lune noire, c'est aussi la révolte. Comme je vous ai dit, la lune, c'est la popularité, mais c'est aussi la foule, le peuple. Donc ça peut être aussi le fait de porter le peuple, la révolte du peuple vers des grands idéaux. On peut aussi le voir de cette façon-là. Charismatique et magnétique, bon ça on peut le voir avec Pluton, Pluton qui va apporter cette profondeur, un côté mystérieux, un côté
intenses. Voilà, ces énergies du Scorpion où on ne sait pas trop... Voilà, ça apporte généralement une énergie qui peut être sombre, mais aussi attirante. Moi, j'adore les énergies scorpion ou plutoniennes. Hein. Donc, c'est ce qui peut lui apporter cet aspect aussi magnétique, charismatique, bien sûr. D'ailleurs, les gens qui ont des énergies plutoniennes peuvent impressionner, hein, parce qu'elles ont cette présence. Elles ont cette présence, tout simplement. Et puis après, pour le côté magnétique, on pourrait aussi voir ça avec Neptune. Comme je vous ai dit, Neptune, c'est un peu... c'est la planète de l'idéalisation qui envoie un petit peu des paillettes, la planète du virtuel, du fantasme, ce genre de choses. Et pourquoi j'en étais là? Je vais vite, hein, mais j'essaye vraiment de ne pas faire trop long non plus. C'était donc sensibilité exacerbée, personnalité intense, passionnée, torturée, on l'a vu avec Lune, Mercure, passionné. On a beaucoup de Mars, hein, de feu dans son thème. Alors quand je dis de feu, bon, on a la Lune qui est en signe de feu, mais je pense aussi à Jupiter en bélier qui va colorer le thème de l'énergie bélier. Vénus qui est également en bélier, donc ce qu'il va aimer, ses désirs, etc. vont être portés aussi par l'énergie du bélier qui nous ramène à ce Mars en lien avec Pluton, énergie du Scorpion, tout ce qui est aussi intense, passionné, etc. Tourmenté, autodestructeur, tempérament extrême, qui l'a mené au sommet autant qu'à la chute. Mais c'est pas ça que j'étais en train de regarder, hein, il me semble. Voilà, ces textes sont empreints de critique sociale et d'engagement politique fort. Bon, voilà. Donc j'en étais ici à la Lune, la popularité, mais aussi le peuple. Voilà, parler au nom du peuple, ça peut être ça. Et puis bien sûr, c'est là où je voulais en venir, l'ascendant Capricorne qui nous ramène à ce Saturne qui est en maison 1, dans un axe intercepté, Verseau, Lion. Et donc je vais y venir en espérant que je vais être assez claire parce que parfois j'ai du mal un petit peu à exprimer mes idées. Mais je voulais vous dire avant ça que avec les énergies, généralement quand on a des planètes en maison 1, comme c'est la planète de la personnalité, comme c'est la planète du soi, c'est des planètes qu'on va être amené à développer concrètement. C'est-à-dire qu'on va utiliser ces énergies mercuriennes, donc effectivement, la parole, hein, c'est un chanteur, l'écriture, compositeur, ces énergies martiennes, bon, on a vu qui se servait effectivement de ces énergies martiennes, que ce soit pour gueuler, entre guillemets, pour que ce soit pour dénoncer, pour se battre pour des causes, ce genre de trucs. Bon, et puis bien sûr, on l'a vu aussi, il s'est servi de ses bras, de ses poings et de sa violence envers la femme. C'est marrant et puis en plus pour la détruire de manière quand même assez brusque, hein, parce qu'il s'est quand même acharné sur elle pour ceux qui ont vu le documentaire, mais c'est dingue parce que ici c'est quand même vachement écrit. Et puis son énergie solaire, bien sûr, qui est quand même, le soleil est aussi en maison 1, et on notera également que Mars est aussi conjoint au soleil, donc ça peut donner, encore une fois, quelqu'un d'affirmé, quelqu'un aussi de violent quand c'est mal aspecté, et ici c'est quand même le cas, de violent verbalement également avec Mercure, quelqu'un d'actif, quelqu'un qui bouge beaucoup, peut-être même, j'allais dire, oui, parce qu'en plus il a la Lune qui est aussi en carré avec Mars, et je suis en train de me dire, je vous ai parlé, je vais tellement vite là dans mes propos, j'espère que je vais pas trop vite d'ailleurs, mais est-ce que je vous ai parlé de la Lune? Et non, je vous ai parlé de la Lune Mercure, mais je vous ai pas parlé de la Lune Mars. Lune, donc encore une fois, j'aimerais bien savoir ce qui s'est passé dans son enfance, parce que comme la Lune fait un lien avec l'enfance, on dirait qu'il y a une agression soudaine, peut-être des deuils soudains, des crises, des bouleversements. Voilà, on ne sait pas trop ce qui s'est passé, mais en tout cas, une Lune aspectée en aspect de tension à Mars, c'est comme si on se sentait constamment agressé. En plus, je vais me remettre là-dessus, ici, on est instable émotionnellement avec Uranus. Instable émotionnellement, on peut mal accepter la critique, on peut se sentir très vite attaqué, on peut être, on est très impulsif parce que Lune, Mars, c'est vraiment comme une plaie à vif. Donc voilà, ça peut enclencher tout ça, et puis Mercure aussi, ça peut l'enclencher, alors que ce soit au niveau des propos ou au niveau de la gestuelle. Et en plus de ça, l'identité, le caractère est quand même conjoint à Mars, qui est une planète qui peut s'avérer violente, surtout si elle est mal aspectée, et ici, c'est le cas.
Bon voilà, désolé si je dis pas tout. Hein, parfois je loupe un petit peu des choses. Et en fait, donc voilà, j'étais en train de dire que ces planètes qui se trouvent dans sa maison 1, eh bien, c'est des planètes, des énergies qui sont à intégrer. On pourrait dire que c'est des planètes qui vont nous aider pour notre... alors j'allais dire notre incarnation, oui forcément, mais pour accomplir notre destinée. Hein, c'est comme si on avait des outils en main au niveau de sa personnalité. Quelqu'un qui a Mercure en maison 1, eh bien, il va développer ses facultés intellectuelles, ses facultés communicatives. On dit comme ça, ses facultés communicatives, je suis pas sûre que ce soit... Mais en tout cas, sa communication, qui va développer sa communication, peut-être que ce sera quelqu'un qui sera conférencier ou chanteur, comme ici, ou acteur, bref, je ne sais pas. Mais voilà, lui, il a ces planètes ici pour lui, pour... le but de son âme quelque part, hein. L'ascendant, on dit aussi que c'est un petit peu le but de l'âme, et d'ailleurs on voit que c'est ce qu'il a fait, il a développé ces planètes et il s'en est servi. Donc je reviens depuis je sais pas combien de temps à l'ascendant Capricorne, et on a ce Saturne qui est finalement bloqué dans un axe intercepté en Verseau. Donc là bien sûr on peut revoir de nouveau ce qu'on vient de dire, le côté engagé politiquement, hein, le Verseau c'est le signe de la politique, du collectif, le fait, son côté anarchiste, son côté rebelle, marginal, qui veut défier sûrement les règles, voilà, qui dénonce, alors encore une fois je ne sais pas exactement tout ce qu'il dit dans ses chansons, mais je crois qu'il dénonce un petit peu la société, hein. Il prend le parti, comme je disais, du peuple. Donc on retrouve effectivement son côté très Verseau, hein, qui est accentué par, comme je l'ai dit, Uranus au niveau de ces deux luminaires, et au niveau également de Mars, bien sûr, puisque un Uranus-Mars, c'est aussi l'action rebelle, ou l'action originale, en tout cas... alors là, j'ai envie de dire, avec Pluton, l'action qui défie les règles, l'autorité, le pouvoir, etc. Donc on retrouve vraiment tout ça chez lui. Et Saturne, c'est une énergie alors de repli sur soi, alors pas que, hein, c'est une énergie de structure, de responsabilité, de travail, d'accomplissement, d'ambition, etc. Mais ici, ça m'a fait penser au fait qu'on retrouve un petit peu ce Saturne. Saturne, c'est une planète froide qui peut se replier sur elle-même, qui peut être assez pessimiste. Et en fait, c'est comme si dans sa maison 1, il avait une énergie totalement bloquée, renfrognée. Surtout que Saturne est aussi maître de 12. Et d'ailleurs, maître de 12, qu'est-ce qui va venir aussi à Bertrand Cantat? L'isolement, l'emprisonnement, alors pas beaucoup, mais les épreuves qui vont venir à lui aussi. Là, je vous ai pas parlé des maisons, mais la maison, ça m'énerve ces trucs qui s'affichent là. Mercure est associé à la maison 8, la destruction, hein. La destruction qui est d'ailleurs en aspect avec le peuple, la femme, la partenaire, puisque maître de 7 également, mais qui peut aussi le détruire lui directement. Donc voilà, c'est vrai que j'ai pas trop abordé les maisons. Soleil, maître de 7. Ici, on pourrait aussi associer une blessure en lien avec le couple, l'identité dans le couple. Et c'est là où je veux en venir, c'est que, voilà, moi j'ai l'impression, avec ce qu'on voit dans les aspects, d'une personne qui finalement a besoin d'un groupe pour exister, puisqu'on voit qu'en fait il a toujours été en groupe et il n'a jamais brillé sans son groupe, et en même temps il a le lion en maison 7, donc il attire, on a vu qu'il avait attiré des personnes très solaires, Marie Trintignant ou sa première femme qui elle aussi a une énergie vraiment très lumineuse, et apparemment il aurait de toute façon attiré, je ne connais pas les autres, mais des compagnes très solaires, et ça me donnait un peu cet effet de contraste avec cet axe du relationnel intercepté avec le Verseau et le lion, comme si lui, il n'avait pas pu exprimer ses énergies solaires, il n'avait pas pu briller comme il aurait voulu avec cette blessure. De toute façon, les deux luminaires sont quand même touchés, hein, ici par Chiron et ici par la lune noire. Comme je vous l'ai dit, touchés également par Pluton qui met quand même une ombre aussi au tableau, hein, où on va peut-être s'empêcher de briller, ne pas oser briller parce que quelque chose d'inconscient nous en empêche, et on a la blessure aussi. Et en fait, cet ascendant Saturne,
D'ailleurs, oui, j'ai même pas parlé, vous voyez, j'appuie sur Saturne et puis je vois que, bon, c'est un carré dissocié, mais ouais, je serais vraiment curieuse avec un Saturne, Mars, alors Pluton, bon, le carré est quand même, c'est un peu trop large, mais Uranus, on se demande quand même ce qui s'est passé dans l'enfance, parce que vous voyez, même la maison 4, elle démarre en taureau, donc ce qui nous conduit à Vénus. Vénus qui se trouve en bélier, le Sagittaire. Bon, je me suis dit, sur cette vidéo, je ne m'égare pas dans mes trucs. Ok, on verra ça plus tard. Donc je reprends ce Saturne. Voilà, et en fait, comme il n'arrive pas à exprimer ses énergies solaires, alors ça c'est mes conclusions à moi en voyant son thème, hein, c'est ce qui m'a un petit peu frappé aussi. Voilà, ce Saturne, un peu limité, qui n'ose pas briller, qui est un petit peu replié sur lui-même, qui se sent peut-être un peu, je sais pas à la hauteur, pas à sa place. D'ailleurs, ça me fait penser aussi au Chiron en Poisson, hein, où on peut ne pas se sentir à sa place, on peut se sentir déconnecté, isolé, parce que le Poisson, c'est aussi le lien avec la maison 12, dont Saturne est maître, ainsi que de l'ascendant. Donc la maison 12 et l'ascendant sont quand même liés. Et qu'en gros, voilà, il attirait ces énergies solaires par ses compagnes, mais peut-être que c'est une énergie, et c'est sûrement une énergie qu'il envie, qu'il n'arrive pas à exprimer par lui-même, puisque lui fait partie de groupes, finalement, pour exister aussi. Et en fait, c'est l'impression que ça me donnait, parce qu'en fait, l'axe 1-7, c'est le miroir. Donc ici, c'est notre miroir. Et voilà, le fait de projeter ces énergies solaires sur autrui et en même temps d'en être extrêmement jaloux. Et j'ai une image qui me vient par rapport au reportage de Bertrand Cantat quand il est sur le tournage de Marie Trintignant et que lui il est dans un coin et finalement la star c'est quand même elle, alors même si elle est sous son emprise, hein, mais la star c'est elle, et en plus donc c'est quelqu'un de très possessif et de très jaloux. Et voilà, la sensation que ça me donne, c'est qu'il attire des personnes solaires parce que lui n'arrive pas, tout simplement, à incarner cette énergie lui-même, et qu'en fait, c'est quelque chose... Alors pourquoi je dis ça? Parce qu'on a un petit peu tout... ce qui peut finalement créer des douleurs intérieures, une colère intérieure qui va s'expulser avec ce T carré et qui va entacher, bon, non seulement sa popularité, bien entendu, mais qui va causer autant d'épreuves, enfin d'épreuves, c'est pas des épreuves, enfin si c'est une épreuve pour lui quand même, mais voilà, qui va faire qu'il va devenir très très violent, et puis jusqu'à tuer Marie Trintignant, voire l'autre, je sais pas exactement comment ça s'est passé, soi-disant elle s'est pendue, mais lui était présent, et puis l'enquête a été un petit peu avortée, il me semble, mais bref. Vous voyez, voilà ce que je vois un petit peu avec ce Saturne intercepté, parce que quand un astre est intercepté, c'est une énergie qui a beaucoup de mal à s'exprimer. Et ce petit Saturne, là, je sais pas, il me donne l'effet d'un petit être tout mal dans sa peau, chétif, renfermé, replié sur lui-même, coincé, et qui va faire en sorte d'exister à travers un groupe, parce que ces énergies solaires sont incapables d'exister par elles-mêmes. Et c'est ce qui pourrait éventuellement provoquer justement d'être attiré par ces énergies-là, hein, par des femmes aussi lumineuses, mais ce qui va aussi faire que va y avoir cette haine envers elle, surtout s'il y a des thématiques de la femme là qui sont, enfin thématiques de la lune plutôt, qui sont aspectées là par cette lune noire. Je ne sais pas si j'ai été très claire, parfois j'ai des idées, c'est très clair dans ma tête, mais pour les exprimer, c'est beaucoup plus compliqué. Alors, j'en suis à combien au niveau de ma vidéo? Elle est longue. Elle est longue, je pensais avoir mis 15 minutes, mais en fait, on arrive à 50 minutes. Donc, je vais m'arrêter là, même s'il y aurait sûrement plus de choses. C'est sûr qu'on pourrait dire encore des tas et des tas de choses. Mais écoutez, je crois que j'ai fait quand même le tour, le point astral. Point astral, quand je ressors vraiment ce qui me saute aux yeux au niveau du thème. Et puis, d'ailleurs, je regardais là sa part de fortune, où est-ce qu'il pourrait y avoir une sorte d'abondance de chance au niveau de la communication, des écrits, hein, de la composition dans un signe qui nous ramène à Vénus, l'artistique, et puis ça de manière un petit peu, je sais pas comment on pourrait dire, d'une manière
guerrière, bon, je vais prendre ce mot-là, mais c'est pas ce que je voulais dire, à la Bertrand Cantat. Voilà, on va le dire comme ça. Allez, je m'arrête ici pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle n'a pas été trop longue ni trop rapide, je ne sais pas. N'oubliez pas de mettre un petit like si vous l'avez aimé et de vous abonner à la chaîne YouTube. Et puis, si vous voulez une analyse de thème astral, de révolution solaire ou tout simplement un point astral, eh bien, je vous donne rendez-vous sur lesfouxdastro.fr. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.